Le rapport d'Anamana par Rodrigue Ndong. Nous sommes au temps 2. Madame Anamana, dans votre rapport sur la question politique, entre autres choses, vous écrivez que le continent africain n'a pas et n'a jamais eu d'idéologie politique propre. Pouvez-vous revenir là-dessus? Oui, monsieur. Comme pour tout ce que j'ai entrepris, je suis toujours partie d'une première observation. Ainsi que je vous l'ai fait remarquer tout à l'heure, j'ai bien souvent travaillé par comparaison. En mettant en parallèle ce que j'ai vu sous d'autres cieux et ce qui se pratique sur le continent noir, je maintiens ma thèse. L'Afrique n'a aucune idéologie politique. Comment l'expliquez-vous? Les Africains des temps modernes n'ont pas eu le temps de penser l'homme, la liberté, la fraternité, l'éthique, une idéologie. Ils m'ont toujours laissé l'impression d'avoir été surpris par les événements, puis se sont complus dans ceci. Si vous me permettez de prendre un exemple, je vous parlerai de deux idéologies qui ont alimenté les discours dans le monde au XXe siècle, le capitalisme et le communisme. Beaucoup d'Africains avaient fait leur idéologie communiste, reprenant comme dans un calque ce qu'avaient conçu les théoriciens de l'Union soviétique sans se référer un seul instant aux Africains. Vous me direz qu'avec le temps, les communistes ont fini par intégrer dans leurs analyses les Africains, à quoi je répondrai qu'ils n'ont fait que soutenir leurs pions dans leur rivalité avec le camp d'en face. Le capitalisme, c'est ça? Affirmatif, le capitalisme qui, lui aussi, a eu ses théoriciens en Occident. Il a été importé mal sur le continent africain, engendrant des conséquences peu glorieuses et dont les Africains n'ont pas fini de se ressentir. Vous écrivez que pour les Africains, le capitalisme et le communisme en tant qu'idéologie conçue ailleurs et pour d'autres comportements sociaux leur ont fait plus de mal que de bien. Pire, elles sont à l'origine de la mort de centaines de milliers d'Africains. Oui, madame. Les leaders politiques africains et les populations qui ont perdu la vie du fait d'avoir milité sous les couleurs du drapeau communiste ou capitaliste ne se comptent plus. On a assassiné à tout va, madame, et ce n'est même pas fini. Que voulez-vous dire, madame? Les meurtres restent monnaie courante pour des idéologies importées. Pour être clair, je précise que le nom de ces idéologies seules change, mais le principe est le même. La politique en Afrique, c'est la mort ou la vie. Madame Anamana, vous avancez que les responsables politiques africains sont des irresponsables au sens clinique du terme. Oui, monsieur, je l'ai écrit en partant d'un constat. Les hommes politiques africains, pour ceux qui plastronnent à la tête de leur pays, sont adoubés ailleurs qu'en Afrique. C'est l'Europe et l'Amérique qui décident de qui doit présider aux destinées de tel ou tel pays. Personne ne doit trouver à y redire. Sans vouloir faire de l'humour, j'ai rencontré un vieux monsieur désabusé qui dit des chefs d'État africains qu'ils ne sont que des chefs de canton. Son image est juste. C'est bien cela la réalité. Les chefs d'État africains ne sont que des exécutants qui ne décident de rien. Ils sont à leur place pour la forme. Et celui qui ne plaît plus aux maîtres européens ou américains est dégommé sans autre forme de procès. Remplacé par qui? Par un autre chef de canton, bien sûr. Et à ce que j'ai vu, ce n'est pas ce qui manque. Les chefs de canton potentiels, l'Afrique en regorge plus que de raison. Vous ajoutez aussi qu'à partir de cette situation, tout le reste s'explique ou se comprend. Tout le mal vient de là, monsieur. En fait, tout se tient. Si vous m'avez bien lu, j'indique que, en prenant comme point de départ le cadeau empoisonné des indépendances africaines, nous pouvons soutenir que, à cause de ce malheur fondateur et fondamental, l'Afrique s'est engagée dans une impasse d'où elle n'est pas prête de revenir. Nous vous écoutons. Chaque année, les Africains fêtent dans l'allégresse les dites indépendances. J'ai dit qu'il y a un moment qu'ils sont cliniquement irresponsables. Maintenant, j'avance qu'ils sont dangereusement inconscients. Ignorent-ils ceux qui se nomment indépendance? Je me suis posé la question.
Votre réponse, Anamana? Il s'en contrefiche royalement, madame. Pourquoi? Il ne se pose pas de questions. Il se contente de vivre pour la plupart. C'est ce que vous écrivez en effet. Oui, je l'assume. Je suis prête à en répondre devant le commanditaire du rapport. Monsieur, lorsque vous avez affaire à des hommes politiques et à des populations qui tolèrent chez eux la présence de bases militaires étrangères, comment voulez-vous qualifier tout ce monde et son mode de vie? La question prend une coloration pathétique quand, dans certains pays du continent, à l'occasion de la fête du travail, donc le 1er mai, vous voyez ces masses humaines de Noirs se précipiter dans ces bases militaires pour batifoler. Les militaires étrangers organisent à cette occasion une foire aux jeux où les Africains trouvent plus ou moins leur compte. Lorsque vous voyez cela, monsieur, vous restez songeur et vous vous interrogez sur ce degré d'inconscience et d'irresponsabilité des Africains dans la gestion de leur quotidien. Vous soutenez aussi que les pays africains, dans leur écrasante majorité, ne sont pas indépendants. Mais y a-t-il un pays totalement indépendant au monde, Madame Anamana? Cher monsieur, je vous prierai de bien vouloir lire également les notes de bas de page. Je persiste et signe. La plupart des pays africains ne sont pas souverains. Ils ne savent pas ce que ce mot veut dire. Aucun de ces pays n'a son destin en main. Aucun d'entre eux ne décide de lui-même de la conduite à tenir sur le plan politique. L'indépendance à laquelle je fais allusion est celle politique. Et je signale dans une note de bas de page que sur le plan économique, par exemple, il est difficile de citer un pays totalement indépendant ou vivant totalement en autarcie, c'est-à-dire fermé sur lui-même. En la matière, tout le monde a besoin de tout le monde. Voilà ce que je nuançais. Toute cette partie de votre travail, madame, est fortement teintée de pessimisme. Il n'y a donc rien à sauver en l'état actuel des choses, rien à trouver grâce à vos yeux. Madame, mon travail a été, pour l'essentiel, descriptif et analytique. J'ai tué mes états d'âme en m'efforçant d'être au-dessus des jugements de valeur. Je ne juge donc pas, madame, je constate. Et comme vous, madame, c'est en relisant l'ensemble de mes notes que j'ai mesuré combien le tableau de la situation africaine était plus sombre et pas seulement sur le plan politique. Nous l'avons effectivement noté, mais pour l'instant, restons sur la première partie de votre travail. Il y a encore des points sur lesquels nous voudrions vous entendre. Je vous en prie, monsieur. Vous écrivez dans une section de votre rapport qu'il n'y a pas d'État-nation sur le continent noir, mais plutôt des micro-nations. Puis vous ajoutez « et encore » et pourquoi ce « et encore » ? À ce niveau, j'ai effectué une démarche comparative, madame. C'est signalé. Je souligne que la notion d'État inscrit dans une logique juridique, tandis que la nation traduit l'idée d'un pouvoir vivre commun, le sentiment d'appartenir à une même communauté de destin, d'en partager les valeurs, la vision du monde. Or, sur le terrain, partout où j'ai été, je n'ai rien relevé de semblable. Vous parlez pourtant de micronation, madame Anamana. J'y viens, monsieur. Aucun pays africain n'a une vision nationale du monde. Les Africains, dans une forte proportion, après avoir acclimaté les concepts occidentaux qu'on a utilisés à leur sujet, se situent entre eux en termes d'ethnie ou de groupe ethnique, de clan ou de groupe clanique. C'est dans cette partie de mon rapport que je parle de micronation, puisque à cette échelle, les Africains trahissent un certain esprit grégaire, une solidarité, un soutien mutuel qui trouve son fondement dans l'ethnisme ou le régionalisme, dites-vous. L'idée est la même, monsieur. L'origine régionale rejoint le critère ethnique comme sentiment d'appartenance à une même communauté de personnes.
Voulez-vous dire que les communautés africaines, à cause de cette base ethnique, ne se mélangent pas? Non, madame. Des mélanges, pour reprendre votre expression, il y en a et il y en a eu tout le temps. Et c'est plutôt une bonne chose, si vous m'autorisez un point de vue personnel. Le problème est qu'il s'agit d'une réalité marginale. Le processus n'est pas systématique. Il s'agit de faits isolés, sans grande incidence sur la marche de la réalité africaine. Quelle conclusion en tirez-vous? Peut-être pas une conclusion, monsieur, mais un parallèle. Ces 50 dernières années, la logique partout dans le monde a été au regroupement régional à travers des organismes, des unions ou des organisations de telle ou telle nature. En Afrique, c'est le contraire qu'il m'a été donné de relever. Il y a pourtant eu l'organisation de l'unité africaine, non? Et maintenant l'Union africaine. D'accord, madame? Mais ne vous y trompez pas. Ne voyez pas les choses qu'en surface. Une leçon apprise sur le terrain et qui confine à l'évidence même est que chaque fois qu'une structure change d'appellation ou d'objectif, c'est que ses membres n'ont pas été, ne sont et ne seront jamais d'accord entre eux. Pour l'Union africaine, par exemple, si vous me le permettez de ne citer aujourd'hui que ce cas, vous pouvez noter, comme moi, que cette affaire n'est là que pour la forme et n'apporte strictement rien aux Africains. C'est l'Union européenne qui finance le fonctionnement de l'Union africaine. À partir de là, jugez de l'ambiance qui peut y régner lors des assises. Cela rejoint votre analyse sur la vassalisation des chefs de canton africains, pour reprendre vos termes mis entre guillemets. Absolument. Madame Anamana, quel peut être l'apport de la franc-maçonnerie ou de la Rose-Croix dans le développement du continent africain? Ces cercles de réflexion ne sont d'aucun apport dans le développement du continent noir. Il suffit de voir qui s'y trouve. Bien souvent, ces cercles ou sectes ne réunissent que des carriéristes, des arrivistes, des individus soucieux de trouver là des parrains ou des soutiens en vue de bénéficier d'une ascension sociale qu'ils n'auraient jamais eu autrement. L'esprit de ces cercles de réflexion est complètement dévoyé sur le continent noir. Un étrange mélange avec des pratiques de sorcellerie, des crimes rituels et autres catastrophes de même nature fait de ces cercles des espaces décriés et accusés de tous les maux. Mon rapport est clair sur ce point. Ces affaires ne sont d'aucune utilité à l'Afrique. Une dernière question sur vos chapitres sur la politique. Vous dites que l'Afrique n'a jamais eu de programme de développement autocentré. Qu'entendez-vous par là? Je le dis quand je parle de prospective. Exactement. Il se trouve que l'Afrique, dans son ensemble, bien sûr, n'a aucune stratégie de développement. C'est un continent qui excelle dans le pilotage à vue, vivant au jour le jour, tout en se persuadant qu'il ne faut pas trop s'occuper du lendemain, puisque chaque jour suffit à peine. Et la démocratie dans tout ça. Parlons de choses sérieuses, voulez-vous? Vous n'en dites même pas un mot dans votre rapport. Il est difficile de parler de ce qui n'existe pas. Vous me le concédez, j'espère. Voilà, c'était un moment de lecture, une plongée dans le rapport d'Anamana écrit par Rodrigue Ndong. Voilà. Rodrigue Ndong, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville. Voilà. Il dirige la compagnie Sacré Théâtre depuis 2007. Donc, le rapport d'Anamana est paru en 2014 chez Edilivre. Il est disponible, bien sûr, en vente en ligne, en format électronique et en format papier. Je vous en souhaite bonne lecture et je vous dis à la prochaine. Bye bye.